Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Depuis quelques jours, ça se confirme. La tendance est à la consolidation sur les indices boursiers en Europe, aux États-Unis. Depuis l'échéance trimestrielle de vendredi dernier, on voit un petit affaiblissement des indices. Le CAC 40 qui évolue autour des 5900 points, un petit peu au-dessus de ce niveau actuellement, en baisse de 0,5%. On a abandonné moins de 3% par rapport au pic qu'on a atteint la semaine dernière, qui était notre pic post-pandémique. Pour le CAC 40 apparaît au-delà des 6000 points. Rien de très méchant. On parlera de cette séquence de marché avec Nicolas Chéron qui sera avec nous en plateau dans quelques minutes, stratégiste chez Zone Bourse. L'actualité du jour qui sera très sanitaire quand on regarde l'agenda européen avec un sommet en visioconférence pour les chefs d'État et de gouvernement, alors que les questions sanitaires sont toujours à la une, malheureusement, avec des tensions politiques évidemment autour d'une forme de nationalisme des vaccins, des sujets qui seront donc traités par les chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui parmi d'autres. Et puis le plan d'infrastructure américain qui est en train de prendre corps, en tout cas le signal politique est prêt à être envoyé puisque Joe Biden sera mercredi prochain, le 31 mars, en Pennsylvanie, à Pittsburgh, pour dévoiler les grandes lignes de son plan Build Back Better, un plan qui pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars, voire 4 000 milliards de dollars. Ce sont en tout cas les montants phénoménaux évidemment qui circulent aujourd'hui. Les États-Unis qui sont prêts à mettre encore plus de charbon dans la locomotive. On parlera de ça dans un instant avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Mais d'abord, un point sur les marchés à mi-séance en Europe. La tendance est à la consolidation des indices. Et c'est Alix Nguyen qui est avec nous pour les infos clés du jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée, alors que le spectre d'une troisième vague ainsi que la lenteur de la stratégie vaccinale européenne sont toujours au centre des discussions. Le retour à la normale au mois d'avril, qui semblait encore un objectif réalisable il y a quelques semaines, s'éloigne de plus en plus à mesure que les pays d'Europe font face à une recrudescence de cas de Covid-19. Une recrudescence qui renforce les mesures de restriction et éloigne à son tour l'espoir d'une franche reprise économique prochainement. Dans ce contexte, l'Union européenne tente de durcir le ton afin d'accélérer sa stratégie vaccinale. La Commission européenne menace en effet de bloquer les exportations de doses du vaccin AstraZeneca en direction du Royaume-Uni si le groupe suédo-britannique ne respecte pas ses engagements de livraison vis-à-vis de l'Union européenne. Un blocage qui sera débattu aujourd'hui et demain entre les différents chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont déjà fait part de leur soutien à une telle initiative, tandis que d'autres voix s'élèvent contre ce projet. À l'instar du Premier ministre irlandais qui estime que si de telles mesures étaient mises en œuvre, rien n'empêcherait que l'Union européenne soit à son tour victime d'un tel blocage sur d'autres médicaments. En attendant, Londres et Bruxelles tentent depuis 24 heures de trouver une issue favorable à tous afin que la stratégie de vaccination européenne puisse s'accélérer sans que cela en coûte à la stratégie britannique. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca en lui-même, lui aussi a connu de nombreux rebondissements. Il a d'abord alimenté les craintes d'effets secondaires avant de voir son efficacité réaffirmée à 79%. Puis un panel d'experts a mis en doute la fraîcheur des données utilisées. Dernier avis sur le sujet, une nouvelle étude menée aux États-Unis estime que le vaccin fait preuve d'une efficacité de 76% dorénavant. On notera également que cette nuit aux États-Unis, Jérôme Powell et Janet Yellen se sont exprimés face au Congrès, tentant notamment de rassurer les investisseurs face au recul des valeurs technologiques. Ceux-ci ont à nouveau fait part de leur optimisme, estimant que la reprise a déjà commencé mais qu'elle devrait encore se poursuivre. Une prise de parole qui n'aura pas permis au Nasdaq Composite d'inverser la tendance en clôture hier. Le Nasdaq Composite qui affichait un recul de 2%. Au-delà des valeurs technologiques, les investisseurs américains soulèvent également l'effet secondaire du plan Biden qui pourrait se traduire par une hausse d'impôts, notamment pour financer le plan d'infrastructure que Joe Biden dévoilera la semaine prochaine. Et États-Unis, toujours, l'émission de 61 milliards de dollars d'obligations à 5 ans hier s'est bien déroulée et s'annonce de bon augure pour l'émission de près de 62 milliards de dollars d'obligations d'État à 7 ans aujourd'hui. Dans ce contexte, les rendements obligataires se détendent encore un peu ce matin avec un taux à 10 ans qui est aux alentours des 1,62% à la mi-journée.
Côté statistique rapidement, le climat des affaires en France s'améliore au mois de mars. Il gagne 7 points pour se hisser à 97 points, soit son plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Un niveau à relativiser cependant par le fait que la majorité des données collectées par l'INSEE l'ont été avant la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. Du côté des valeurs à présent, Voltalia annonce une croissance de son bénéfice net à près de 8 millions d'euros sur l'année 2020 contre 4,6 millions d'euros en 2019. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'année en cours. Et on notera également que Covea, le groupe qui rassemble la MAF, mais également MMA et GMF, a déposé une plainte auprès du parquet national financier contre Denis Kessler, le PDG du réassureur Score, dont Covea détient 8%. Une plainte pour manipulation de cours et abus de biens sociaux, alors que les deux groupes d'assurance s'opposent depuis 2018. Un conflit qui est né alors que Score a rejeté la proposition de rachat par Covea pour un montant de 8 milliards d'euros. Dans sa plainte, Covea vise un programme de rachat d'actions réalisé par Score fin 2018 pour 195 millions d'euros qui, selon Covea, aurait soutenu artificiellement le cours de l'action Score. Mais dans le viseur de Covea également des frais d'avocat jugés excessifs pour se prémunir de l'offre de rachat en question. Et on finit par regarder rapidement les plus fortes hausses et les plus fortes baisses à la mi-journée sur le CAC 40. Les plus fortes hausses sont signées Publicis, Carrefour ou encore L'Oréal, tandis que les plus fortes baisses sont signées ArcelorMittal, Unibail-Rodamco Westfield ou encore Safran. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge sur Bismart tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct. Thomas Kosterg est avec nous pour entamer cette demi-heure d'émission par téléphone, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais en introduction, le signal politique va être très fort la semaine prochaine puisque Joe Biden va dévoiler les grands axes du plan d'infrastructure. Build Back Better, c'est le leitmotiv de Joe Biden avec ce plan d'infrastructure. Mais je vais juste prendre un peu de recul avec vous Thomas pour bien prendre la mesure quand même de ce que sont en train de faire les États-Unis. Depuis un an, l'effort budgétaire déployé dépasse les 5 000 milliards de dollars, je crois, Thomas. On va rajouter peut-être 2 000, 3 000, 4 000 milliards de dollars de plans d'infrastructure qui vont être déployés, bien sûr, sur plusieurs années. Mais il faut bien comprendre que la stratégie américaine, c'est pas seulement de sortir de la crise pandémique, c'est de recréer un cycle de croissance qui soit pas le cycle précédent qui a été dominé par le narratif de la stagnation séculaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Thomas ? Tout à fait. Je pense que notamment dans l'administration Biden, vous avez une partie des vétérans de l'ère Obama qui pensent qu'en effet, en 2009, on est allé trop doucement sur les plans de relance. Donc là, toutes les vannes cette année sont ouvertes. On est à des plans de stimulus en accumulé. On est à 25% du PIB qui est injecté dans l'économie. Donc c'est juste colossal. Alors voilà, maintenant on a fait de la demande. Le prochain chapitre, c'est de s'occuper de l'offre, et notamment essayer d'augmenter le potentiel de l'économie américaine avec ce plan d'infrastructure à la fois traditionnel, mais aussi dans les nouvelles infrastructures et la transition énergétique pour aller vers des énergies vertes. Sachant qu'il y a un autre pan qui est aussi un pan social, qui est aussi très important pour l'équipe Biden, qui a trait à tout ce qui est l'éducation et aussi les politiques pour les enfants, la politique familiale, qui est une priorité très importante de Joe Biden. Donc en effet, quand vous accumulez tout ça, on peut arriver jusqu'à 3 à 4 milliards de dollars. Donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui est infrastructure et qu'est-ce qui est politique familiale et politique sociale. D'une part, et évidemment d'autre part, qu'est-ce qui va vraiment être injecté dans l'économie dès l'année prochaine. Mais en effet, on a l'impression que pour l'administration Biden, c'est go big or go home. Et là, en l'occurrence, on va go big. Ouais, super big même. Si le plan d'infrastructure, c'est la brique stratégique clé de l'administration Biden, Thomas, notamment dans la compétition face à la Chine, bien sûr, quelles sont les chances de succès cette fois pour un plan d'infrastructure qui est devenu un peu une arlésienne quand même dans le narratif américain? Tout à fait. Donc l'infrastructure, ça fait très longtemps qu'on en parle, notamment l'infrastructure traditionnelle, les routes, les ponts, les aéroports, etc. Et là, c'est un peu le problème de tout ça, c'est que plus grand est le parapluie et le plus grand il y a
un bric-à-brac de mesures, le moins de chance, j'ai envie de dire, ça risque de passer parce qu'il y aura toujours des points de blocage. Et je pense un point à surveiller, évidemment, c'est la politique de transition énergétique, puisqu'on a des démocrates qui sont quand même, certains centristes font quand même attention à ça, parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. On sait que l'économie américaine, par nature, est beaucoup plus... elle est beaucoup plus orientée sur le carbone, notamment lié au secteur pétrolier et du gaz. Et donc voilà, certains démocrates disent attention, on ne va pas non plus trop vite dans la transition écologique parce qu'on risque de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, c'est peut-être là, il y a quelques zones où les démocrates, ou les sénateurs, notamment centristes démocrates, pourraient faire un peu capoter le projet. Évidemment, l'autre sujet chaud, c'est comment on finance tout ça. Même si au final c'est intéressant de voir que c'est pas finalement tant comment on finance, parce qu'au final on voit que tout ça, tous les plans précédents étaient financés par la dette. Il y a un peu une symbolique de la taxation, notamment on a une certaine partie de l'équipe de Joe Biden qui veut augmenter les impôts au nom de l'égalité sociale. L'égalité sociale sur donc, les impôts des plus hauts revenus et potentiellement les impôts des entreprises. Voilà, là aussi on a potentiellement un point où ça pourrait coincer. Donc deux petits points où ça pourrait coincer, si on va trop vite sur la transition écologique ou si on va trop fort sur les impôts. Mais voilà, je pense que comme vous l'avez dit, on go big, on met 3-4 milliards sur la table alors qu'on vient de remettre déjà 2 milliards sur la table avec le plan de stimulus. Ce sont des trillions, bien sûr. Non, mais je le précise, parce que 3 000 milliards, 3 trillions de dollars, c'est devenu l'échelle maintenant. Le trillion de dollars, évidemment, qui est devenu l'échelle de la stratégie américaine. Sur le plan de la politique monétaire, Thomas, alors Jérôme Powell a encore eu de nombreuses occasions de s'exprimer cette semaine, notamment devant les représentants du Congrès, à la Chambre des représentants, puis au Sénat hier. Est-ce que le dialogue entre Jérôme Powell et les marchés progresse, Thomas ? Non, il y a un peu un dialogue de sourds entre les deux, puisque finalement le marché pense qu'avec tous ces plans de stimulus et aussi avec la croissance cyclique qui est très fort, donc on pourra en reparler, mais on va sur un deuxième trimestre qui va battre tous les records, puisque l'économie est en train de réouvrir. Et donc voilà, les investisseurs se disent avec tous ces plans de relance, plus une croissance qui va se rapprocher du potentiel, voire même pourrait la surpasser, pourrait surpasser la trajectoire potentielle de croissance, ça va faire de l'inflation. Alors que la Fed nous dit non, finalement on a une Fed qui est beaucoup moins convaincue de sa propre capacité de générer de l'inflation que les investisseurs. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc je pense qu'un dialogue de sourds qui va persister avec un marché qui price des hausses de taux bien plus en amont que ce que la Fed prévoit. La Fed est toujours sur un plan pas de hausse de taux avant 2024, même si c'est intéressant de noter qu'il y a un débat à l'intérieur de la Fed qui est en train de plus en plus fort, puisque vous avez des présidents régionaux, des Fed régionales qui sont en train de dire non. Alors l'un qui dit 2022, l'autre qui dit 2023, qui essaye un peu de presser presser un peu plus le débat comparé notamment à des gouverneurs qui sont basés à Washington, qui sont beaucoup plus patients et qui veulent vraiment une politique plus dovish. Mais moi je pense que voilà, la Fed a la capacité d'être patiente et sera patiente. Donc vous avez globalement la vue d'ensemble pour l'économie américaine. C'est une très bonne vue, puisque vous avez une économie qui est en phase de réouverture avec une vaccination très forte, une politique monétaire très accommodante et en plus du fiscal qui est ouvert à toutes les vannes. Et concrètement, à quel type de chiffres il faut s'attendre pour la croissance du deuxième trimestre, par exemple, Thomas ? Alors moi, je m'attends à une très forte croissance autour de 15% qui correspondrait à 600 milliards de dollars d'ajout de PIB réel. Donc si vous ajoutez un peu plus de nominal avec l'inflation, on est sur du 750 milliards. Alors sachant que d'où ça vient, ça vient tout simplement que l'épargne accumulée l'an dernier, c'est 1500 milliards de dollars. Et là, on vient de donner des chèques aux Américains pour environ 400 milliards de dollars. Donc même ce chiffre, on pourrait se dire, est assez conservateur et se base sur un multiplicateur budgétaire assez modeste. Bon, et un mot quand même peut-être de la reprise de contact qu'il y a eu entre les États-Unis et la Chine ces derniers jours avec la nouvelle administration Biden. Thomas, on peut imaginer que si l'Amérique se sent à nouveau en grande confiance avec une pandémie qui appartient désormais au passé, entre guillemets, l'affrontement va reprendre de manière musclée. Ça a été un risque dominant pendant toute la période de Trump, du mandat de Donald Trump, pour les investisseurs et pour les marchés. Est-ce que ce risque US-China est en train de revenir sur le devant de la scène, Thomas ?
Oui, alors point numéro 1, c'est sûr que la relation sino-américaine ne s'améliore pas avec Joe Biden, voire même on pourrait dire que c'est tout aussi dur, voire même plus dur. Deuxième point, c'est quelque part la confrontation est beaucoup plus indirecte. Je pense aussi c'est le risque pour les investisseurs, parce qu'au moins avec l'administration Trump, on s'occupait de tarifs douaniers, donc c'était direct. Alors que là, on a l'impression d'un conflit beaucoup plus larvé, beaucoup plus diffus, avec de nombreux thèmes, les droits de l'homme qui sont vraiment très proéminents. On a un autre sujet sur l'écologie. On a un dernier sujet, c'est aussi sur le commerce qui revient, sur ensuite l'histoire des subventions aux entités, aux entreprises d'État chinoises. Donc il y a plein de sujets qui fait que c'est difficile de voir une embellie de la relation, même si je pense qu'à court terme, il ne devrait pas se passer grand-chose, dans le sens où les États-Unis sont plutôt dans une phase où ils essaient de chercher des partenaires pour essayer de faire un front commun contre la Chine. C'est intéressant, Thomas, on pourra conclure là-dessus, mais beaucoup estimaient, et c'était un discours qu'on entendait, y compris sur ce plateau, avec Joe Biden, oui, l'affrontement avec la Chine va continuer, mais la stratégie de Biden sera beaucoup plus prévisible ou prédictible. Voilà ce que j'entendais. Finalement, au regard des premières reprises de contact et de la situation US-China aujourd'hui, c'est pas évident que ce soit beaucoup plus prédictible. Tout à fait, exactement. Moi, je pense que même c'est l'inverse. J'ai envie quasiment de dire qu'avec Donald Trump, c'était un peu plus prévisible. On savait à quoi s'attendre. C'était du focus sur les tarifs douaniers qui ont été mis en place. Alors qu'avec Joe Biden, c'est en effet un peu plus diffus et avec le risque que ça s'enlise quelque part. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour vos remarques du jour sur l'actualité américaine. Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management à Genève. Et on parle marché, état des lieux et stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, stratégiste chez Zone Bourse. Je le disais en introduction, oui c'est vrai, on peut acter, ça y est, d'une consolidation des indices boursiers depuis l'échéance trimestrielle de vendredi. Le CAC a abandonné les 6000 points, on est à 5900 points au moment où on se parle. On peut trouver toutes les explications, tous les prétextes possibles. Il y en a une quand même qui est très importante à ne pas oublier, Nicolas, c'est que ça fait depuis novembre que le marché est dans un run spectaculaire. Oui, on peut tourner les choses dans tous les sens. Alors on peut regarder par exemple la capitalisation boursière mondiale. Elle était à 65 000 milliards en plein Covid. On a dépassé les 100 000 milliards, on est même allé chercher les 110 000 milliards et on a même dépassé, ce qui est rare dans l'histoire, le niveau de PIB mondial. Si on regarde le CAC 40, on était à 4600 points juste avant les élections américaines et le vaccin Pfizer. Donc on a gagné plus de 30% en quasi-ligne droite. Il n'y a qu'à regarder sur les dernières semaines, le Dow Jones, en l'espace de 2 semaines, a gagné 9%. Donc c'est un peu comme le corps humain, comme un coureur. Ouais. Il y a un moment donné, il faut respirer, quoi. C'est physique, oui. C'est physique. On a besoin de respirer. Et j'aime bien parce que ces phases de respiration, et il n'y a rien de méchant pour l'instant, c'est toujours un bon moment pour se poser des questions un peu fondamentales, notamment sur les niveaux de prix qui ont été atteints par les marchés boursiers, Nicolas. Comment vous regardez la situation ? Tout est revenu quasiment... ou sur des plus hauts historiques, ou en tout cas sur des plus hauts d'avant-crise. L'Europe est revenue sur ces niveaux avec un peu de retard par rapport aux États-Unis ou par rapport au marché chinois, par exemple. Mais quand vous regardez les niveaux de prix aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, un manque de catalyseur pour aller plus haut, peut-être. Ouais. Et puis, le fait qu'il va falloir réussir à transformer l'essai en termes de reprise et de croissance économique pour pouvoir justifier ces niveaux de prix, puisque... On a un DAX, par exemple, qui est sur des nouveaux records historiques, alors que l'Allemagne est tout juste sur le recouvrement des niveaux avant le Covid. Sur le CAC 40, on a tout retracé, 100% de la baisse du Covid. On est revenu au plus haut à 6080 points. C'était 6120 points, le record de 2020, me semble-t-il. Et là, les opérateurs se disent, bon, ok, la crise est passée, on est revenu sur les niveaux d'avant-crise.
quid de la suite. Et puis voilà, on a un peu joué. Bien anticipé. Est-ce que les anticipations qu'on a eues jusqu'à présent sont les bonnes? Oui, puis toutes les idées ont été jouées aussi. Oui. On a joué des rattrapages, on a joué les valeurs stay at home, on a joué la croissance, ensuite on est retourné sur les values. Toutes les cycliques se sont reprises, les bancaires ont pris 40% en ligne droite. Même Orange a rebondi de 10% ces 3 dernières semaines. Retrouver un peu d'intérêt. Ouais, donc voilà, on a l'impression que toutes les idées ont un peu été jouées. Alors est-ce qu'elles ont été surjouées ou sous-jouées? Je pense que quand même, on a été chercher du potentiel sur toutes les valeurs. Et là, les investisseurs se disent on va prendre un peu des bénéfices. On le voit, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de hausse de la volatilité forte. C'est un dérapage contrôlé, comme j'aime à l'appeler. C'est des prises de bénéfices graduelles. On manque de catalyseurs. On attend peut-être le plan de l'administration américaine dont vous parliez il y a quelques instants. Et stand-by pour le moment. Non, mais ce qui est frappant, on en discutait avec Thomas, qui nous dit on va avoir des trimestres de croissance à plus de 10-15%. Alors, rythme annualisé aux États-Unis, toujours, attention, il faut avoir ça en tête dans la mesure de la croissance américaine. En Europe, moi je vois plutôt des États qui sont en train de réviser en baisse ou de reporter en tout cas le moment de la reprise, qui arrivera un jour, mais qui va se faire attendre un peu plus que prévu. Triste histoire de l'Europe vieillissante qui, une fois de plus, se confirme. On attend 8% de croissance en Chine en 2021. On attend là potentiellement des trimestres de croissance à 2 chiffres aux États-Unis sur le Q2, le Q3. Alors pour vous donner quelques statistiques historiques, quand on regarde sur les 45 dernières années les épisodes récessifs, on a mis à chaque fois plusieurs années, voire pour la crise de 2008, 8 à 10 ans en fonction des zones économiques, pour retrouver le même niveau de PIB. Là, en 4 trimestres, les États-Unis sont revenus au niveau d'avant-crise, et selon de nombreuses sociétés d'analyse, notamment Morgan Stanley ce matin qui le répétait, dans 2 trimestres, on pourrait dépasser ce que devait être la courbe théorique avant le Covid. C'est-à-dire qu'on va croître encore plus fort, encore plus vite que s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc ça montre une réactivité américaine qui leur est propre, relance économique, relance budgétaire. Le gouvernement américain dépense 837 millions toutes les heures. J'adore. Et les banques centrales injectent 1 milliard toutes les heures. Donc voilà, vous avez les États-Unis où c'est vraiment stratosphérique. Et puis vous avez l'Europe où, avec le retard des campagnes de vaccination, les reconfinements, parfois un certain attentisme, une certaine lenteur, je ne sais que dire, même si tout se passe bien, on va mettre plus d'1 an et demi à retrouver les niveaux d'avant-crise, et alors on ne retrouvera jamais le rythme de progression la tendance qu'on qui avait aurait dû être le nôtre. Précédant la crise. Donc, mais ça veut dire quoi sur le plan boursier, Nicolas? Ça veut dire que le fait que les indices européens soient revenus sur leur niveau d'avant-crise, c'est peut-être une erreur? Il y a une fragilité derrière le niveau des indices européens aujourd'hui, ou est-ce que ce sont 2 choses différentes? C'est peut-être dû en fait à l'ultra-liquidité planétaire, au niveau où on en est. Vous parliez de trillions tout à l'heure, là je vous parle de 1 milliard toutes les heures. Tous les marchés ont été joués. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des spécificités qui font que c'est difficile, par exemple, de jouer le marché chinois pour un investisseur international. Alors que l'Europe, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc peut-être qu'on a eu des flux de liquidités qui sont entrés, qui nous ont amenés à des niveaux qui sont les nôtres et où le potentiel apparaît désormais relativement restreint. Alors qu'aux États-Unis, on se dit que dans les infrastructures, dans les énergies vertes et autres... si c'est un nouveau cycle, si c'est une nouvelle histoire de croissance... Alors, si c'est un nouveau cycle, d'ailleurs, petite statistique à ce sujet-là, on regarde les 7 marchés haussiers depuis la Seconde Guerre mondiale. En année 1, après un accident de marché, une récession et le début d'un bull market, Donc l'année 1, c'est mars 2020, mars 2021, c'est ça. Voilà, ça c'est la première année du nouveau bull market américain. Là, on monte toujours la première année. Est-ce qu'on monte la deuxième année? Eh bien, sur cette occurrence... Dans 100% des cas, on monte la deuxième année. Alors, dans une moindre mesure,
moins vite, moins haut. On n'est pas dans des plus 30, plus 40, etc. Et c'est potentiellement une année où on va faire du sideways, c'est-à-dire de la neutralité. Peut-être qu'en fait, on va fluctuer dans les trimestres qui viennent dans des ranges de 10 à 15%. Et donc, peut-être qu'il faut moins chercher de directionnel. Moi, chercher à dire, je pense que le marché va gagner 15 ou je pense que le marché va perdre 10-15, mais jouer les écarts. Si le marché connaît une faiblesse, si par exemple la consolidation dans laquelle nous sommes devait se transformer en correction et qu'on devait perdre 9-10% sur l'Europe, ce serait peut-être l'occasion de profiter du trou d'air. Si au contraire on devait encore s'apprécier avec le plan américain et puis un élan haussier, peut-être qu'il conviendrait là de nettement alléger les portefeuilles vu les chemins parcourus. Et sous l'angle du stock picking, Nicolas, vous dites quoi? Je reviens parce que c'est vrai que depuis un an on a tout joué, le stay at home, la réouverture avec les cycliques, et c'est vrai que sur un an d'ailleurs toutes les stratégies convergent à peu près en termes de performance. Celui qui a acheté du Nasdaq en mars dernier ou des banques, finalement un an après les deux se retrouvent à peu près au même niveau en termes de performance. Et est-ce qu'il reste encore des thèmes ou des sous-thèmes qui peuvent être intéressants dans le contexte actuel? Alors, vous savez, chez Zone Bourse, nous, on gère 3 portefeuilles dans 3 places. On a européenne, américaine, asiatique. On essaye de suivre justement ces mouvements de flux. On était beaucoup dans le... Avant le mois de novembre, on était beaucoup dans les pharma, dans les valeurs Covid, dans le stay at home, dans du HelloFresh, de la livraison à domicile, etc. Ensuite, il y a eu le switch, on en avait parlé en novembre, sur on va jouer la reprise majeure, mondiale, les accords entre les pays asiatiques, et on va jouer à fond les matériaux de base. Parce que la thématique de 2021, c'était l'effet rebond, donc la croissance historique, et puis les semi-conducteurs. On est toujours sur les semi-conducteurs, on y reste parce que là il y a vraiment une tendance extrêmement forte. La petite baisse, la correction des semi-conducteurs n'émaille pas votre conviction vis-à-vis de ce secteur? Non, parce que la plupart des valeurs sont déjà pratiquement revenues sur leur plus haut. Hier, on avait, me semble-t-il, ASML qui publiait de très bons résultats. Donc non, pour nous, les creux sont des opportunités de renforcer. Du moins, on y est déjà depuis quelques mois, donc on a une performance qui nous permet d'y rester sans stress. Et ces dernières semaines, on a essayé de trouver des petites poches originales, c'est-à-dire d'aller sur des biens de consommation, de la récréation, ce qui pourrait être la récréation quand on va nous laisser jouer. Alors, on avait commencé avec Axel Group, les vélos. On a continué ensuite avec Trigano, acteur français majeur, les caravanes, voilà. Il va y avoir une propension à dépenser chez les particuliers européens et français qui devrait être assez phénoménale. On parle de 200 milliards d'économies en Allemagne, en France, en Angleterre. Donc voilà, c'est des sociétés qui devraient en profiter. Et là, plus récemment, on est allé aux États-Unis chez Malibu Boat, qui fait pareil des bateaux américain, des bateaux plaisants, sport. Alors voilà, tout ce qui est moto, jet ski, tout ce qui va vite et qui promet et qui permet de se sentir libre, quoi. C'est ça. Et vivant. Voilà. Donc on a investi comme ça sur chacun de nos portefeuilles sur des valeurs. Et à vous dire vrai, là à court terme, on manque un peu d'idées, mais quand on manque d'idées et qu'on voit un marché plafonné, en fait, c'est que faut peut-être faire une pause, tout simplement. Prendre des bénéfices, alléger, et puis laisser faire. Parfois, laisser du temps au temps. Profiter de la consolidation, pour prendre un peu de recul. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.